Allô, communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, en ce début de l'année 2026, je me permets de partager avec vous un de mes apprentissages de 2025, donc quoi faire quand on n'a plus le temps de jouer. Donc, mon année 2025 a été particulière, remplie de temps de loisirs de janvier à juin. Le train a déraillé quelque part durant l'été, puis j'ai eu l'impression de plus avoir de temps à moi de juillet jusqu'à décembre. Donc, ça n'a peut-être pas paru pour vous parce que je suis là toutes les semaines dans la campagne le secret du rocher noir, mais il y a des grandes pauses dans les enregistrements pour différentes raisons. Donc, de mon côté, des problèmes de santé dans la famille m'ont fait faire pas mal de routes, prenant jusqu'à 3 heures par jour quotidiennement pendant un moment. J'ai des collègues qui sont tombés malades cet automne, fait que j'ai terminé l'année, la session à 200% de tâches et j'avais plus de temps pour rien. Je sais que ma situation n'est pas unique. À un moment ou à un autre, là, beaucoup de gens vivent cette impression-là frustrante de se dire « avant, j'avais des loisirs, maintenant, j'ai un agenda ». Donc, le travail, les responsabilités familiales, les imprévus, la charge mentale, donc tout finit par s'empiler. Et tranquillement, ce qui disparaît en premier, c'est pas le sommeil, c'est le temps pour soi. Donc, les loisirs deviennent occasionnels, puis deviennent rares, puis deviennent carrément absents. Et souvent, on finit par se dire que c'est normal, puis que ça fait partie de la vie d'adulte. Le problème, c'est que les loisirs, c'est pas un luxe. C'est des espaces où on a le temps de respirer, où on vit notre identité. Parfois même, c'est une question de santé mentale. Alors, comment faire quand on n'a pas le temps objectivement, ou quand on n'a plus assez de temps, objectivement parlant, pour jouer à des jeux de rôle? Bon, le premier piège quand on manque de temps pour ses loisirs, c'est de se dire « je vais reprendre le jeu de rôle quand j'aurai une vraie soirée de libre, quand j'aurai une fin de semaine complète clean, quand tout va être calme, quand je serai reposée ». Ça paraît logique. On se dit que le jeu de rôle, c'est long, ça demande de l'énergie, ça demande de la préparation, ça demande une table complète, un bon mood. Donc, ça prend un moment parfait. Le problème, c'est que le moment parfait dans une vie d'adulte, là, c'est un peu un mirage. La vérité, c'est que plus tu attends le créneau idéal, plus tu repousses ton loisir dans une zone qui ressemble à quand les obligations vont arrêter, aussi appelée communément la semaine des 4 jeudis. Les obligations n'arrêtent jamais. Elles se déplacent, elles se transforment, elles se remplacent, mais une semaine, ça va être la fin de session au cégep, l'autre semaine, c'est un autre projet au boulot, après ça, c'est la famille qui prend du temps, après ça, c'est la santé, la fatigue, les rendez-vous. Donc, le moment parfait, c'est comme une date qu'on met dans le calendrier, mais qu'on repousse tout le temps, là, qu'on recule à jamais. Et là, le jeu de rôle change de statut. Au lieu d'être un loisir normal, il devient un événement. Donc, un truc qui doit être grand, un truc qui est digne de son temps, qui doit être rentable. Puis quand notre cerveau embarque, il commence à percevoir notre loisir comme un événement, il veut le protéger. Pour le protéger, il va le repousser parce que ça devient intimidant, parce que c'est jamais parfait, parce qu'on n'a jamais assez de temps pour se préparer, parce que ça ne sera pas idéal. Et donc, on se met à penser, si je joue, il faut que ce soit une vraie bonne game. Il faut que tout le monde soit là. Il faut que j'ai une bonne préparation. Il faut que mon scénario avance. Il faut que ça soit épique comme soirée. Sauf que cette logique-là, dans le fond, ça met le jeu de rôle dans la même catégorie mentale que les obligations qu'on a. C'est une performance, une tâche, une production à faire. Et c'est exactement le contraire que ce que notre loisir est censé être. Donc, le temps parfait, c'est souvent une forme de perfectionnisme qui est déguisé. Un perfectionnisme qui est très anxieux. Celui qui nous dit, là, si je peux pas faire ça parfaitement comme il faut, je préfère ne pas le faire du tout. Et ça, c'est un mécanisme de protection. Notre cerveau veut éviter la déception. Il veut éviter le sentiment d'avoir gaspillé notre temps qui est trop rare et il veut éviter d'avoir une session moyenne qu'on va être déçu parce que c'est en deçà de nos attentes. Donc, il préfère attendre. Et pendant ce temps-là, les semaines passent, la campagne s'effrite, les messages dans le groupe deviennent plus rares et on finit par se dire « j'ai plus le temps pour ça, le jeu de rôle ». Fait que le vrai problème, dans le fond, souvent, c'est pas l'absence de temps, c'est l'exigence de perfection qu'on se donne. Donc, pour sortir de ça, il faut changer une idée fondamentale. Donc, le jeu de rôle, ça n'a pas besoin d'être un moment parfait.
Ça a besoin d'être un moment possible, en fait. C'est tout. Pas idéal, pas long, pas prestigieux, juste possible. Donc, dans une vie qui est chargée, tu reprends pas un loisir en trouvant un grand espace vide dans ton horaire tout à coup par miracle. Donc, tu reprends un loisir en l'installant dans des petits interstices, dans des petites fenêtres d'opportunités qui se présentent ici et là. Donc, des soirées imparfaites, dans des moments qui sont juste corrects. Parce que c'est ça aussi la vie d'adulte, là, c'est du correct. C'est pas tout le temps parfait. Puis ça implique d'accepter une phrase qui semble contre-intuitive, là. Une session de jeu de rôle, ça peut être petit. Ça peut être court, ça peut être une scène, ça peut être un check-in entre personnages, ça peut être une discussion de 25 minutes, et c'est encore du jeu. Donc, le vrai mouvement mental qu'il faut faire, que j'apprends à faire, c'est de passer de « on joue seulement si on peut faire une vraie session » à « on joue dès qu'on peut faire un petit morceau de l'expérience ». Parce que le jeu de rôle, c'est pas juste des combats, c'est pas juste des grandes révélations finales, c'est aussi de créer une ambiance, de se retrouver, de rire, de faire vivre nos personnages, de maintenir un lien. Et concrètement, ça veut dire que si tu as 45 minutes, t'essaies pas de faire une session comme si tu avais 4 heures puis tout mettre en 45 minutes. Tu fais autre chose. Tu changes le format. Tu joues des scènes très ciblées. Une interrogation, un flashback, un rêve, une conversation autour du feu de camp, une scène de downtime où chacun décrit ce que son personnage fait en 2 missions. On peut faire aussi ce qu'on peut appeler un cold open, là. Donc, une scène très intense au début, puis tu coupes sur un cliffhanger, ce qui donne le goût de revenir, même si c'est une autre soirée imparfaite. On peut faire une scène de journal de bord où les personnages écrivent ou enregistrent un message audio de chez eux dans l'univers. Donc, on peut faire des mini-scènes aussi qui gardent la campagne vivante. Si c'est vous, le MG, le maître de jeu, c'est encore plus important d'arrêter de croire que votre rôle, c'est de livrer un repas gastronomique à chaque rencontre. Donc, dans une période chargée, le rôle de maître de jeu, c'est de livrer un sandwich. Donc, un bon sandwich, nourrissant, mais simple. C'est bien correct. Donc, il faut aussi accepter une autre réalité, là, que parfois, c'est pas une question de durer la session, c'est une question d'énergie. Ça se peut qu'on ait 3 heures de libre, mais on est juste vidé. On est vanné, on n'a pas d'énergie. Puis là, on se dit que on jouera quand on aura l'énergie, mais encore là, l'énergie parfaite, comme le moment parfait, c'est rare. Donc, la question devient comment je peux jouer à faible énergie. Pour le maître de jeu, ça peut être de préparer des formats, justement, basse énergie. Comment je peux remplacer une session par un échange asynchrone, un message par personne dans le chat du groupe, en mode un peu qu'est-ce que ton personnage ressent après la dernière scène. On peut faire une session sans combat, donc juste de l'exploration, du roleplay entre joueurs, des décisions que les joueurs vont prendre qui vont avoir un impact plus tard pour le maître de jeu. On peut utiliser des tables aléatoires, on peut jouer un scénario qui est très cadré, de missions courtes qu'on va insérer dans notre campagne pour avoir un moment à nous sans avoir une grosse charge à monter. Donc, on peut trouver des alternatives comme ça pour quand on a moins d'énergie, pour être capable de se rencontrer quand même sans avoir autant de préparation que d'habitude. Le point central à travers tout ça, c'est de ne plus attendre que la vie nous donne la permission, donne l'opportunité de jouer. Parce que la vie d'adulte, là, ça ne nous en donne pas de permission. Il faut s'enlever ça de la tête. Là. Je me suis dit toute l'automne, après le rush de la rentrée, je vais avoir le temps. Ou après les rencontres à l'hôpital, je vais avoir le temps. Ou après le remplacement de mes collègues, je vais avoir le temps. Donc, si on ne prend pas les fenêtres d'opportunité, ils vont se refermer. Il y a un autre élément social énorme qui se nomme le temps parfait. Donc, c'est souvent une excuse collective, ce temps parfait-là. Tout le monde dans le groupe attend ce que tout le monde ait une soirée parfaite et personne dans le groupe ose vraiment dire on peut jouer quand même, mais autrement. Donc, on perd la campagne s'effrite, arrête, non pas parce que personne veut jouer, mais parce que tout le monde veut jouer comme avant, comme quand on avait énormément de temps puis on avait juste ça à faire. Donc, si c'est quelque chose qui est en train de vous arriver, vous pouvez prendre la résolution de dire à votre groupe quelque chose du genre cette année, on arrête d'essayer de recréer nos soirées de 14 ans, là, quand on était jeune. On va jouer plus petit, plus souvent, puis on va être plus flexible. Donc, l'objectif, là, c'est de garder la campagne vivante.
Ça enlève une pression énorme à tout le monde dans le groupe. Ça donne au groupe la permission de ne pas être parfait, de ne pas être tout le temps en forme, de ne pas tout le temps avoir énormément de temps. Parce qu'en réalité, mais ce que les gens regrettent le plus, c'est pas d'avoir joué des petites sessions, c'est d'avoir arrêté complètement de jouer puis que la campagne soit morte. Le paradoxe, c'est que des sessions imparfaites, mais c'est ça qui entretient la flamme. Puis cette flamme-là, oui, c'est elle qui va permettre le retour à un grand format quand la vie se calme un peu. Si la flamme s'éteint, le retour devient un gros projet émotionnel. Puis plus un loisir devient un projet, bien plus l'envisager, ça se fait manger par la fatigue. Ça devient une montagne à surmonter. Alors si la flamme est encore là, c'est pas mal moins compliqué que la flamme devienne un brasier. Donc si je résume en une phrase, ou une phrase que je me répète, que vous pouvez vous répéter, là, je cherche pas du temps parfait, je cherche du temps qui est possible. Donc, même 30 minutes, même une scène, même un message à mes amis joueurs, là, même un mini-rituel de campagne. Puis c'est comme ça que le jeu de rôle survit, en tout cas pour moi, maintenant à l'âge adulte, là, c'est pas par la perfection, mais c'est par la continuité, les petits moments. Aussi, chose qui m'a fait survivre dans mon loisir cet automne, faut pas oublier une constellation d'activités qui nourrissent le jeu de rôle quand les rencontres de groupe sont juste difficiles, voire impossibles. Donc, c'est des alternatives qui sont pas des remplacements honteux, là. C'est des formes adjacentes du loisir, une manière de rester connecté au jeu de rôle, même si une table complète n'est pas réaliste. Une de ces premières alternatives-là, ben, c'est le jeu de rôle solo, qui a longtemps été perçu comme quelque chose de marginal, mais qu'aujourd'hui, c'est une solution qui est très intéressante quand le temps collectif disparaît. Il y a une pléthore, il y a plein de jeux de rôle solo qui existent, et ces jeux de rôle solo-là, dans le fond, nous libèrent presque de toutes les contraintes. Il n'y a pas d'horaire commun nécessaire, il n'y a pas de pression de performance parce qu'on est seul avec nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'être un bon MG ou un bon joueur, là. On joue quand qu'on peut, on arrête quand qu'on veut, on peut jouer 5 minutes ou 2 heures, on peut écrire, lancer des dés, réfléchir, rêver. Il y a plein de types de jeux de rôle solo pour plein de types de joueurs différents, et c'est tout le temps nous, notre imaginaire, le monde qu'on explore, parfois qu'on crée, selon le type de jeu. Donc, pour beaucoup de monde, le jeu du solo devient une manière de rester rôliste pendant des périodes de surcharge et de revenir plus tard au jeu de groupe sans avoir décroché, émotionnellement, mécaniquement parfois aussi. Quand on est épuisé, quand c'est pas le temps le problème, mais c'est la fatigue, créer devient difficile. Absorber, par contre, c'est souvent plus facile et ça reste possible. Donc, lire des romans, des essais, des livres de jeux de rôle, des zines, c'est pas une activité passive inutile, là. C'est comme une façon de remplir le réservoir, de garder l'imaginaire actif, même quand on n'a pas l'énergie de produire. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait presque tout mon automne, là. J'ai lu à toutes les fois que j'étais pas chez nous, que je devais attendre quelque part, là. Donc, lire un roman de fantasy, un roman de science-fiction, c'est pas abandonner le jeu, c'est de se donner des futurs personnages, de se nourrir d'ambiance, de thèmes, c'est de planter des graines dans notre cerveau qui vont germer après ça durant le jeu de rôle. Et contrairement à une session de jeu, ben, la lecture, elle accepte l'interruption. Je peux lire 2 pages, c'est déjà quelque chose. Je peux lire un chapitre 3 fois si j'ai de la misère à me concentrer. C'est correct. Donc, il n'y a pas de bonne performance quand on lit un livre. Aussi, ben, vous commencez à me connaître, la peinture de figurines, c'est souvent vu comme un hobby à part, mais pour moi, ça fait vraiment partie du jeu de rôle. C'est une forme de jeu silencieux, à un certain point. Là, quand je peins une figurine, ben, je me raconte un peu une histoire. Si je fais un héros, pourquoi est-ce que l'armure est usée? Pourquoi est-ce que je choisis ces couleurs-là? Pourquoi la cape, dis-je, elle est verte plutôt que bleue? À quelle armée il appartient? Quelles sont ses allégeances? Donc, peindre des figurines, c'est imaginer des personnages, mais imaginer des combats aussi, voir des ennemis à vaincre quand je fais des monstres. Donc, la peinture permet quelque chose de précieux quand le temps manque. Je peux arrêter encore une fois quand je veux, je peux reprendre exactement là où j'étais rendue, et ça dépend de personne d'autre que de moi-même et de mon temps et de mon énergie. Donc, c'est un loisir qui est modulaire, qui est compatible avec la fatigue. Même 10-15 minutes, ça compte. Et surtout, ben, ça maintient un lien physique avec le jeu de rôle. Des personnages, des monstres, des mondes qui continuent d'exister entre mes mains, même quand la campagne est sur pause.
Dans le même ordre d'idée, construire un décor, des accessoires, une carte, c'est des activités qui parlent aussi au corps tant qu'à l'imaginaire. Là. Donc, quand moi, ma tête est fatiguée, j'ai le cerveau plein de corrections, puis je suis plus capable d'aligner deux mots pareils ou deux mots qui suivent, mes mains, elles, sont encore capables de travailler. Donc, couper, coller, texturer, assembler, c'est tous des gestes qui sont simples, qui sont répétitifs, qui deviennent presque méditatifs. Et à la fin, je me ramasse avec quelque chose de concret, d'observable, qui est vraiment plaisant aussi, quand on est fatigué, de voir une preuve de son temps de loisir. Donc, le point commun de toutes ces activités-là, de toutes ces alternatives-là, c'est que ça exige pas de soirée complète, pas une énergie maximale non plus, et pas de coordination sociale parfaite. Donc, ça respecte ma réalité d'adulte qui a été très chargée cet automne. Ça s'insère là où la vie me laissé de la place ici et là. Et surtout, ça évitait un piège qui est très courant de disparaître, soit de disparaître là, complètement de son propre loisir en attendant que les conditions idéales reviennent. Parce que souvent, honnêtement, moi, c'est ce qui m'a un peu fait peur cet automne et cet été, là, ce qui fait plus mal, c'est pas de moins jouer, c'est de se dire un jour, je ne suis plus une rôliste, je ne suis plus une gameuse, je ne suis plus... ça ne fait plus partie de mon identité parce que je ne joue plus. Et ces alternatives-là empêchent ça. Ça nous garde connectés. Donc voilà ce que m'a appris ma seconde moitié de 2025 qui a été beaucoup moins chargée en jeu de rôle, mais beaucoup plus en responsabilité. Donc rester connecté au jeu sans avoir le temps de m'investir autant qu'avant. Et je sais que c'est un problème commun, donc je me demande, vous, quand les moments de groupe deviennent difficiles, c'est quoi vos alternatives? Avez-vous trouvé des solutions? Donc, je suis curieuse et intéressée de vous lire en commentaire. Aussi, si vous voulez continuer à réfléchir avec nous, n'hésitez pas à suivre la chaîne, aimez la vidéo pour qu'on soit dans votre référencement et vous pouvez venir nous voir sur Patreon et notre très belle communauté sur Patreon vous accueillera à bras ouverts. Et sur ce, je vous dis bonne année 2026 et je vous souhaite le plus de fenêtres d'opportunités possibles pour jouer. Bye!